Bonsoir à tous. Voilà, ce sera le dernier plateau de cette première journée de la 35e édition d'Étonnants Voyageurs. Et alors ce soir, c'est un plateau un petit peu particulier que l'on vous propose, certainement un petit peu moins littéraire, mais un peu plus salé, hein, un peu plus voilà. Et puis alors, je regardais là en venant là, je sais pas, vous voyez un peu la mer vous derrière, non? Hein, vous voyez, parce que nous, évidemment, on voit rien, on lui tourne le dos, ce qui est fort impoli. Heureusement qu'elle ne nous en veut pas. Mais c'est un plateau un petit peu particulier, effectivement, parce que on va parler d'une histoire de l'audace bretonne. Et l'audace bretonne, à travers un bateau mythique, le Bretagne, et c'est un livre que nous allons évoquer avec beaucoup de signatures dans le livre. On y reviendra tout à l'heure. Alors sur ce plateau, pour en parler, j'ai mon président, parce que mon président, vous savez, je vous l'ai dit, le président de l'association Étonnants Voyageurs, connaît la littérature, on en a parlé, mais il connaît aussi très bien la mer. Quand même, le port-musée de Douarnenez, excusez-moi du peu, les fêtes maritimes de Douarnenez, quand même, c'était beaucoup de choses en relation avec la mer. Alors, il y a donc Jean-Michel Le Boulanger, à côté de lui, Isabelle Thomas, alors, dans le livre, c'est mis chargé de relations auprès de l'association Braise-Mer. Oui, voilà. Secrétaire général de l'association Braise-Mer qui regroupe la filière des produits de la mer de Bretagne. Voilà, c'est ça. Donc vous défendez les produits de la mer. Vous avez chacun un micro normalement sur votre... voilà, c'est mieux. Hein. Et puis à côté de moi, nous avons le commandant Ardouin, Joseph Ardouin, qui fut le premier commandant du Bretagne, du bateau Le Bretagne. Et puis à côté de lui, le grand patron, le grand Manitou de la Brittany Ferry. Qui s'appelle Jean-Marc Rouet. Voilà. Et juste avant de commencer à parler du Bretagne, revenons quand même un peu sur le littéraire. Nous avons parlé aujourd'hui de la remise du prix Jean de Mer qui a été attribué à Matt Riordan pour un très très beau livre. Mais il y a aussi maintenant un prix qui est décerné par la Brittany Ferry. Alors, je ne sais pas comment je dois vous appeler, Monsieur le Président. Jean-Marc. Alors, Jean-Marc, dites-nous un mot de ce prix Brittany Ferry. Bon, d'abord, c'est sur proposition du président Jean-Michel Le Boulanger, lorsque nous sommes devenus partenaires pour la première fois, au bout de 35 ans. Le Bretagne n'y est pas étranger, on y reviendra. Que nous a été proposé donc de pouvoir décerner un prix lors de cette édition. Alors le prix a été décerné à Monsieur Michel Moiti, j'ai bien dit, et le titre du livre c'est Darwin, le dernier chapitre. Et il se trouve que les gens qui faisaient partie du jury ont choisi le livre qui parle du port de Plymouth. Ah. Et parce que c'est en fait l'histoire, c'est donc 5 années de navigation de M. Darwin sur le Beagle. Et le Beagle est un navire qui est parti de Plymouth pour des campagnes et des espaces très lointains. Et il se trouve que Plymouth, c'est le port qui a été choisi par mon prédécesseur et les actionnaires numéro 1 de la compagnie en 1972 pour ouvrir la première ligne commerciale de Brittany Ferries, Roscoff Plymouth. Donc, je ne suis pas certain que le choix littéraire aille avec ce que je viens de dire, mais toujours est-il qu'il a été présenté tout à l'heure à la médiathèque, à la Grande Passerelle. Et ma foi, vous avez sûrement le choix de pouvoir le trouver quelque part, je ne sais pas chez quel sur le salon du livre, certainement. Voilà, oui, donc prix Brittany Ferry, très heureux de l'avoir remis et très heureux évidemment de pouvoir également saluer l'auteur. Mais s'il n'avait pas navigué à bord du Beagle, peut-être que Darwin ne serait jamais devenu le Darwin que l'on... C'est ce qu'il a expliqué, que ses thèses sont nées à bord de ce voyage. Oui, absolument. Alors, juste, on va parler de ce livre. C'est un livre de témoignages de personnes qui ont travaillé, vécu sur le Bretagne. On va peut-être élargir un petit peu en rappelant ce qu'a été l'histoire
extraordinaire de ce qui était la BAI. Moi, j'ai toujours tendance à dire BAI, mais non, c'est Britannique. On le dit toujours? En fait, c'est la société anonyme Bretagne, Angleterre, Irlande. Elle est inscrite comme ça au tribunal de commerce de Brest. La marque commerciale, c'est Britanniferries. D'accord. Donc, on se disait que ce serait bien d'en dire un mot un petit peu de cette création de cette société. Et tu me regardes en demandant de le faire alors que Jean-Marc Rouet est là. Ah, mais Jean-Marc va prendre la suite, attends. Tu me demandes un exercice difficile. En résumé, pour dire les choses, et c'est assez extraordinaire, ça sort totalement de l'ordinaire. C'est que c'est une compagnie de navigation qui est aujourd'hui une des principales compagnies de navigation que l'on connaît en Europe et en France. C'est la première compagnie de navigation pour le nombre de marins français embarqués aujourd'hui. Donc c'est tout à fait exemplaire et c'est très connu dans le port de Saint-Malo. Mais cette compagnie de navigation est née de la volonté de paysans. Et Jean-Marc Rouet est paysan lui-même d'ailleurs, puisqu'il est à la tête d'une exploitation. Et l'histoire est assez étonnante, qui va amener des paysans pour développer des marchés à devenir armateurs d'un premier bateau, puis de X bateaux, et ensuite, au-delà de leurs propres produits agricoles, d'accueillir des touristes en quelque sorte, autour principalement de la Manche et descendant aussi vers la péninsule ibérique. Donc il y a là une aventure économique, sociale, culturelle tout à fait passionnante. Et cette histoire, comme toute histoire de compagnie de navigation, se traduit dans un outil très particulier qui est un bateau. Et un bateau en Bretagne, on sait que ce n'est pas un outil de travail comme un autre. Les bateaux sont dénommés, les bateaux sont baptisés. On peut dire que les bateaux ont une âme. Et le Bretagne, qui est un bateau mythique, est un bateau qui avait une âme. Et pour illustrer des grandes histoires de navigation, il faut des grands marins. Et moi, je suis très heureux, très honoré. Moi, je suis de Douarnenez au départ. Et des grands marins, on en est toujours très respectueux. Voilà. Et là, je suis à côté du commandant Ardouin, qui est une figure. C'est une figure de la navigation en Bretagne, qui était le premier patron du Bretagne. Ouais. Et là aussi, c'est une âme, quoi. C'est des métiers, mais c'est plus que des métiers en Bretagne. Et donc, alors, c'est un livre de témoignages, et donc Isabelle Thomas a écrit dans le livre aussi, et elle explique, commandant, que tout le monde vous aimait. Tout le monde vous aime. Non, non, tout le monde l'aime. Tout le monde, oui, c'est ça, je me suis reprise. Hein. Tout le monde vous aime. Eh bien, écoutez, j'en sais rien, d'abord. Oh, ne faites pas votre modeste. Non, j'en sais rien. Mais il paraît que tous les gens qui ont travaillé avec vous... Hein, non, non, tous les gens qui ont travaillé avec vous ont été... Ce que je disais, oui, j'écoutais... Jean-Michel. Jean-Michel, et puis, oui, vous parliez d'un bateau qui a une âme, et c'est vrai, mais un bateau construit par des Bretons, pour des Bretons, ça n'existait pas. Ah ouais. Donc, un bateau de cette taille-là, de cette technologie, c'était le premier. Les chantiers de l'Atlantique, pour bien les citer, puisqu'ils ont participé au livre, et l'actuel président des chantiers de l'Atlantique, qui était petit ingénieur à l'époque, et puis l'ingénieur Koch qui a dessiné le bateau, plus particulièrement. Donc, ces gens-là ils ne nous connaissaient pas, ils nous prenaient au début de la construction pour un petit armateur. Parce que ce que j'allais dire, vous avez suivi toute la construction. Oui, oui, ils pensaient ils vont venir nous emmerder, ces mecs-là. Nul n'est prophète en son pays, quoi, évidemment. Et c'était le cas, d'ailleurs. Et donc, mais quand vous dites « nous », ils nous regardaient comme ça, c'était qui, nous ? Parce que les chantiers de l'Atlantique construisaient le France, ils ne construisaient pas le Bretagne, on n'était pas du tout dans la même échelle quand même. Hein, d'accord. Voilà. Oui. Donc, et puis nous, c'était notre premier bateau, donc on avait un peu de la paille dans les sabots quand même, et puis on allait au chantier de l'Atlantique, c'était pas non plus, on n'allait pas nulle part, on avait devant nous une armée de polytechniciens, et puis qui parlaient comme des polytechniciens, et qui ne parlaient pas des marins, donc ça a été compliqué au départ. Ouais. Et puis en fait, l'osmose s'est faite assez rapidement, je vous le dis quand même, un soir on a bouffé tous ensemble, on a fait un match de foot,
on s'est bourré la gueule. Ouais. Et le lendemain, on s'embrassait. Ah, Donc, bah voilà. Il faut en passer par là. C'est un dur sacrifice, mais il faut en passer par eh là. ben, c'est une âme, ça. C'est vrai que bon, ça sortait des sentiers battus, évidemment. Ouais. Hein, et puis, ça n'empêchait pas les gens de faire leur travail, évidemment. Mais voilà, ça a duré 2 ans. Alors, oui, cette construction, quand même, a duré 2 ans. Ouais. Mais je voulais revenir sur le fait, justement, que ce sont des paysans bretons qui ont créé cette société, et vous êtes toujours dans cette lignée, donc Jean-Marc Rouet. Vous racontez dans le livre, d'ailleurs, au début, que vous êtes tout gamin, hein, quand ça va commencer Ah ben oui, la Britanniferries. oui, je raconte dans le livre qu'en effet, c'est mon grand-père qui m'a fait connaître Britanniferries pour la première fois en m'aidant à monter sur un talus pour voir le ferry partir de Roscoff en passant à côté de l'île de Bas. Et mes parents étaient sur le bateau, c'était leur premier voyage en Angleterre. En fait, tous les agriculteurs des coopératives de la Cicade Saint-Paul, de Terre de Saint-Malo et de Maraîchers d'Armor, tous les agriculteurs de cette époque ont pris le bateau Britanniferries pour aller en Angleterre. C'était leur joyau. C'était quelque chose, évidemment, qui était inimaginable. Il faut le dire aussi, c'est une époque, et dans d'autres secteurs, où la vision et la création aussi ambitieuse étaient possibles, avec peu de moyens. Ce qui aujourd'hui est quasiment impossible. Enfin, quand on a parlé de ce livre pour la première fois avec Isabelle et Joseph qui m'accompagnent ce soir, c'est d'abord pour ça qu'on est arrivé à se dire qu'il fallait qu'on réunisse 25 auteurs pour que chacun d'entre eux raconte leur histoire du Bretagne. Moi, je n'en avais pas, sauf celle-là. Et parce que peut-être que ce livre, et c'était mon objectif, est aussi un livre d'une ambition de dire, mais attendez, regardez un peu derrière. L'innovation, c'est très important. L'IA, c'est formidable. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous arriverez dans le futur, pour un territoire comme le nôtre, qui est toujours aussi périphérique qu'avant, parce que je ne crois pas que la géographie ait beaucoup changé, eh ben, parce que c'est ça l'histoire de la compagnie, et c'est ça l'histoire du Bretagne. La compagnie est née d'une vision d'être un territoire qui était périphérique et enclavé. Et que nous avions 2 territoires, la République d'Irlande, que vous n'avez pas cité, mais en tant que consul honoraire, je suis quand même obligé de continuer ma deuxième mission, ma troisième, ma quatrième, et la Grande-Bretagne. Vous aviez donc 75 millions d'habitants qui allaient rejoindre le territoire de la CEE, donc le commerce, et on n'avait pas de connexion directe pour la première terre agricole de France. Le premier bateau qu'il fallait aller prendre, c'était le Havre. Donc ça se voyait. Oui, d'accord, mais après, on fait comment? Et en fait, l'histoire du Bretagne, c'est le condensé de tout ça. Et ensuite, on a surtout souhaité que ce sont les gens qui ont servi, comme le commandant Le Bretagne, qui soient au cœur du livre, dans des histoires qui sont les leurs, et donc qui sont des histoires qui sont les histoires du Bretagne, donc qui sont dans l'âme du Bretagne. Isabelle et moi, on est plus sur une vision plus économique, plus politique, visionnaire. J'allais le dire, mais c'est pas à moi de le dire. Donc, voilà, c'est toute l'histoire du. Mais je pense qu'il y a un message. Enfin, en tout cas, je vous l'ai dit, que si on arrivait à passer ce message, on aurait réussi la mission. Et j'essaye de le dire avec mes mots. Je suis un agriculteur. Je vous dis qu'en école d'agriculture, on s'occupe plus de savoir calculer la ration d'un bovin ou d'un porcin plutôt que d'apprendre à écrire. Donc, ça a été pour moi très, 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 très difficile. Mais je me suis fait aider. Alors, moi, je voulais demander au commandant Hardouin, justement, comment ça s'est passé, cette relation avec Alexis Gourvenec, par exemple, avec des hommes de la terre, que vous voyiez. Comment ça s'est fait, la liaison entre vous et eux? Assez naturellement. Assez naturellement, parce que on vit à peu près dans les mêmes conditions. La terre et la mer, hein, oui. Évidemment, c'est devenu à la mode maintenant, mais ça l'était déjà dans le cœur à l'époque. Et puis Alexis a toujours été, vis-à-vis des gens qui travaillaient chez Britanniferries en général, mais surtout, évidemment, avec les marins, une relation extrêmement forte. Parce que rien n'était écrit. Tout se disait par contre, donc, et tout se disait franchement, quoi. Donc voilà.
Donc ça s'est très très bien fait. Et puis, voilà. La signature du Bretagne, puisque c'est le signature du Bretagne, a été assez compliquée pour des raisons, certaines personnalités politiques à l'époque. Et donc, et Alexis a été confronté d'ailleurs à. Il a béni certains ministres d'une manière assez péremptoire et assez directe, donc ça a été assez fort. Ouais. Voilà, j'en parle un peu dans mon texte d'ailleurs. Ouais, je pense que Joseph, il exprime ce qu'il a vécu. En fait, autour de Brittany Ferries, il y a toujours un concert politique. Et puisque la 35e édition et son inauguration officielle a commencé par ça, René Coineau est témoin, il écrit dans ce livre. Et en fait, j'ai eu l'occasion de le solliciter lors du Forum économique de Bretagne qui avait lieu ici le 12 septembre dernier. Je lui ai dit, t'as pas beaucoup de temps, c'est pour le 15 novembre. Il m'a dit, ok. Et puis en fait, il n'a jamais vu le livre, mais il était président de la SAMEBEN. Donc dans la signature officielle et dans la signature financière du projet, le maire député Roi René a été un des détonateurs avec Raymond Marcelin, qui était le président de la région à l'époque. Et c'est toujours comme ça. Il y a toujours cette ambiance qui, dans la difficulté, parce que notre vie chez Brittany Ferries, elle est toujours très difficile. Jean-Michel l'a relaté, on est le premier employeur de marins français. Mais c'est pas parce qu'on n'en a jamais eu l'ambition. Pourquoi est-ce qu'on est les premiers marins français? Parce que, comme Alexis Gourvenec, les paysans de Bretagne, toujours aujourd'hui, font toujours confiance et ont un deal avec les marins français. C'est vous, autrement, c'est pas nous. Si c'est pour ne pas le faire avec des marins français, ça n'intéresse pas les agriculteurs de Bretagne d'être propriétaires de cette compagnie. Que ce soit clair. Les marins philippins, moi j'ai rien contre ces gens-là. Mais c'est entre nous, on fait les choses. Et on a toujours eu cette confiance. Et pourquoi on est devenu donc le premier employeur? Parce que la SNCM, propriété de l'État français et de la SNCF, a été vendue à Veolia, puis ensuite revendue, et qui a aujourd'hui qu'à l'époque, ils étaient 3000 marins, il doit en rester 780, que la Cifrance, propriété de la SNCF française, donc l'État français, a été vendu à un armateur danois qui aujourd'hui d'ailleurs est venu un peu travailler dans nos eaux. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc, juste, nous, on a continué à persévérer sur cet axe avec un deal, comme l'a dit Joseph. On se parle franchement. J'ai connu, et Isabelle aussi, parce qu'elle était aux affaires à la région à l'époque, une crise sociale en 2012. On s'est parlé franchement. On est sorti de l'impasse, tout comme on l'a fait d'ailleurs également lors de la crise Covid, qui est juste tout près de nous. Ça ne s'explique pas vraiment, en fait. Ça se dit, comme dit Joseph, ça s'explique pas vraiment. On s'engueule. J'ai un tempérament de parler fort. C'est peut-être parce que j'entends pas très bien. Je dis souvent ça. Je prends une excuse. Donc je prends pas l'appareil, comme ça je peux continuer à parler fort. Et donc toujours est-il que il n'y a pas de pareil dans le monde. Il y a eu une compagnie qui appartenait à des pêcheurs vietnamiens qui faisaient le golfe du Vietnam, et ils ont vendu. Donc on reste les derniers des Mohicans. Et quand on regarde le monde du shipping, c'est des énormes capitaux. Des énormes capitaux. Un paquebot construit à Saint-Nazaire, tu parlais de Laurent Castin, qui est le PDG de Saint-Nazaire-Andry, c'est minimum 1,2 milliard. Donc si nous devrions remplir le cahier de commande du chantier de l'Atlantique avec un bateau comme le Saint-Malo, il faut en commander 10. Donc vous voyez l'échelle. Or, ces capitaux sont tous drivés par quoi? Capitaux des Florides et ainsi de suite. Bon, MSC, premier armateur au monde, qui est aussi bientôt le premier armateur au ferry, et à la croisière, c'est lui qui remplit les chantiers de l'Atlantique. Donc c'est comme ça, c'est des énormes capitaux. On est tout petit. Tout petit. Donc la difficulté pour nous, c'est de maintenir le modèle. On a des grands alliés, je pense qu'il faut les saluer, puisque Jean-Michel et Isabelle ont été dans ces instances-là en tant qu'élus. C'est évidemment le Conseil régional de Bretagne, qui est partenaire, et qui était partenaire de l'achat du Bretagne, tout comme il était partenaire de l'achat du Saint-Malo, qui est donc le successeur du Bretagne. Voilà, le Bretagne, ça a été un formidable navire pendant 35 ans. Il l'est toujours, mais il est chez Balearia.
Ah oui, il a été mis en arrêt, enfin, si j'ose dire, en 2023, c'est ça? Ah non, non, il a arrêté son activité commerciale fin 2024. Ah, fin Et il a 2024, donc été c'est tout récent. vendu tout début de l'année 2025. Il a quitté la flotte Brittany Ferries le 12 C'est le février. dernier voyage qui était en 23. Ouais, 24. 24, 24. décidément, je ne sais pas pourquoi j'ai vu 23 partout, moi. Ah non, Non, c'est bien non, en non, non, 24 non, alors. ouais, ouais. Ouais, ouais. Et le Saint-Malo est arrivé, il a été, l'inauguration officielle a eu lieu le 31 janvier ici au port de Saint-Malo. Et donc il est aujourd'hui le remplaçant du Bretagne pour les 35 ans qui viennent. Enfin, peut-être. Mais ce ne sera pas ma responsabilité. Mais est-ce que dans la conception même du bateau, il y avait des innovations aussi Oui, énorme. Il y a l'arrivée du Bretagne a été vraiment rempli un fossé qui existait entre les bateaux de la génération précédente et celui-là. Les autres, après, non, les autres sont d'autres bateaux de la même série, dans le même esprit, sont sortis, mais nous, on a vraiment vécu la grosse différence. Et c'était un bateau qui avait des innovations à bord très importantes du point de vue sécurité, du point de vue mer, parce qu'un ferry, c'est extrêmement difficile à construire. Et tous les chantiers ne savent pas le faire. Et bon, l'Atlantique, évidemment, ils savent. Et c'est par rapport à un paquebot, c'est beaucoup plus compliqué qu'un paquebot à construire. Et pourtant, quand on voit un paquebot très haut, un paquebot, c'est un immeuble. Vous avez vu des immeubles de 50, 100, 800 étages. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Sans trop de difficultés. Une bonne coordination pendant la construction, mais c'est tout. Alors que nous, on a des impératifs, surtout sur Saint-Malo, où il y a 13 mètres de marnage. Donc, il faut rentrer en fonction de la marée. Il faut de la puissance. Il faut des installations hydrauliques pour l'intérieur des bateaux. Il faut le confort du passager quand même. Il faut de la vitesse. Et il faut que ce soit un bon bateau à la mer, parce qu'on fait, évidemment, quand on faisait Saint-Malo, on faisait aussi du golfe de Gascogne ou le sud d'Irlande. Et donc, par tempête, il vaut mieux avoir un bateau qui soit marin. Voilà, marin avec tout ce que ça comporte, quoi. Joseph ne le dit pas, mais il y a une innovation qui est assez... Alors, déjà, lorsque on construit un bateau, évidemment, il y a des normes. L'OMI, l'Organisation maritime internationale, venait de prendre une réglementation qui s'appelle Safe to Return to Port. En fait, il est démontré dans tous les naufrages qu'il y a eu, malheureusement, que finalement, plus le bateau est autonome, la meilleure manière de garantir la vie, c'est que ce soit le bateau qui ramène ses passagers et son équipage au port, où qu'il soit. Et donc, il faut trouver des solutions. Et Joseph m'a raconté, donc, parce que tu ne l'as pas dit, je le dis, que les groupes électrogènes sont en capacité de fournir de l'électricité et d'apporter une petite puissance de propulsion. Mais pour que ces groupes électrogènes puissent fonctionner, il faut qu'ils soient en dehors des niveaux de submersion. Donc sur le Bretagne, ils avaient trouvé la solution de poser un groupe électrogène dans les niveaux hauts, mais comme ce groupe était en charge de fournir l'électricité au bateau, il n'avait pas la capacité d'être alimenté par les autres machines. Donc ils ont mis une cuve à gasoil dans le casing de cheminée, en faisant en sorte que l'écart par rapport au casing de cheminée fasse que le gasoil soit à telle température et qu'avec la gravité, il ait bien les 2 bars de pression minimale pour pouvoir rentrer dans les chambres de combustion. Voilà. Très clairement, ça a été utilisé par beaucoup de bateaux à l'issue, et en fait, ça ne se voit pas, mais voilà une innovation purement française des chantiers de l'Atlantique et de l'équipe Brittany Ferries Sud-Soulier. Alors, vous lirez à l'intérieur que, évidemment, les demandes de design que Brittany Ferries avait avec du granit à bord, là par contre, ça faisait hérisser tous les cheveux des ingénieurs, parce que par définition, le granit était lourd et il fallait un bateau léger. Donc, mais le granit est quand même rentré à bord. Oui, c'était compliqué ça. Alexis s'était battu pour ça justement. Il voulait du granit, il voulait du granit sur le Bretagne. Bon, donc le PDG des chantiers évidemment disait granit, il se tutoyait et puis il disait granit, non, on va pas mettre du granit sur un bateau. Enfin, tu te rends compte dans les hauts, tout ça, tu te rends pas compte, tu sais pas comment c'est fait un bateau. Enfin, en termes de stabilité et tout ça. Et puis finalement, il a obtenu son granit parce que il avait un pouvoir de persuasion qui était quand même au-delà de la moyenne. Et puis le bateau avait du granit. Voilà. Je ne sais pas si les gens qui l'ont acheté vont l'enlever, mais voilà. Non. Je pense que c'est pas possible. Ouais, Donc,
Mais bien d'autres choses, oui, c'est vrai que le Safe Return to Port, dont parlait Jean-Marc, ça a été une avancée extraordinaire, parce qu'on considère qu'un bateau qui a des passagers, évidemment, quand il doit abandonner, quand les passagers doivent abandonner ce bateau, ils l'abandonnent dans des embarcations de sauvetage qui sont quand même beaucoup moins sûres que le bateau lui-même. Donc on était parti du principe de base, dans le raisonnement, de dire notre meilleure embarcation, c'est quand même le navire. Donc voilà. Alors la construction... Et tout le monde a phosphoré derrière, et on a réussi à mettre ce truc-là en route, et ça a été assez compliqué. Même l'administration ne comprenait pas et ne voulait pas. Mais les Bretons sont têtus. Très bien, oui. Ça tombe bien. Alors, la construction, alors Joseph dit que c'est très compliqué. En fait, c'est vrai qu'un ferry, en fait, si vous prenez le niveau, ce qu'on appelle le niveau machine et stockage de carburant, en fait, c'est un bateau assez classique, sauf qu'il a un fond plat. Pourquoi un fond plat? Parce que par définition, il va arriver dans des zones portuaires, comme notamment Saint-Malo, avec un marnage important, donc il ne peut pas avoir une quille qui va gêner quelque part la manœuvre ou qui risque de l'empêcher d'utiliser les ports, de pouvoir rentrer dans les ports. La deuxième chose qu'on fait, on fait une boîte à chaussures, et il n'y a que les renforts extérieurs, quelquefois un casing au milieu, donc qui va tenir toute la structure du bateau. Et tout ce qui est lourd, on le met au-dessus. Donc par définition, vous ne devrez pas faire comme ça. À l'inverse d'un paquebot, où vous construisez en effet une coque qui est d'abord beaucoup plus large, donc, et beaucoup plus longue, qui a une assise à la mer, donc beaucoup plus puissante, et vous avez créé une arête centrale, et tout le reste est soudé autour. Donc vous voyez la différence qu'il y a de construction. C'est vrai que si les paquebots étaient constitués avec un garage comme les nôtres, ils seraient dans l'incapacité d'accepter 11, 14, 17 ponts de niveau, parce que c'est minimum 5 mètres à chaque fois, et donc ça fait grimper. Donc c'est vrai qu'un ferry, Laurent Castin, le PDG des Chantiers de l'Atlantique, qui est un des auteurs du livre, vous dit que ce que les hommes construisent de plus compliqué au monde, c'est des sous-marins, et quand il s'agit des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, c'est ce qui est le plus compliqué. La deuxième chose, c'est des ferries. Alors, tous les auteurs du livre étaient présents, bien sûr, au dernier voyage que raconte Isabelle dans ce livre, Isabelle Thomas dans ce livre. Dites-nous un peu les corps de métier qui sont représentés dans le livre. Dans les innovations, justement, parce qu'on parle beaucoup des innovations techniques, c'est très intéressant, mais il n'y a pas que des innovations techniques sur le Bretagne. Il y a aussi des innovations sociales, je dirais, notamment pour les femmes, puisque c'est sur ce navire que, pour la première fois, des femmes ont accédé à des postes de manager, hôtellerie, etc. Donc, grâce au commandant Ardouin. Grâce au commandant Ardouin, toujours lui. C'est aussi pour ça qu'il est si populaire. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que, et c'est d'ailleurs cette mosaïque-là avec tous les corps de métier, comme vous dites. Mais cette mosaïque, elle est surtout... moi, j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un recueil de lettres d'amour pour un navire exceptionnel. Et s'il est exceptionnel, c'est bien sûr, comme vous l'avez dit, du fait de l'histoire de ces paysans têtus, volontaires, visionnaires, surtout visionnaires. Parce que même s'ils n'avaient pas de master en géographie, ils ont regardé la carte, tout bêtement. Et la carte, elle disait, ben oui, d'où on est, de Roscoff, notre débouché le plus évident, il est sur le Royaume-Uni ou sur l'Irlande. Donc il y a bien sûr cette histoire incroyable, puis ils se sont battus comme des fauves, parce que faut pas croire que du jour au lendemain, le port de Boscoin a été creusé, a été fait. Il y a eu des dizaines de batailles, d'allers-retours sur Paris, avec tous les technocrates qui disaient, ou ceux qui sortaient des écoles de commerce qui disaient non mais votre truc c'est pas rentable, votre truc c'est pas possible. Bon. Et malgré tout, ces sachants, ils ont persévéré, ils ont réussi à réaliser un rêve qui est pas seulement un rêve poétique, mais qui est aussi un rêve économique. Donc ça, c'est quand même une force incroyable. Mais il y a cette histoire-là, c'est tout ce qui fait cette potion magique de ce navire. Il y a cette histoire-là, il y a l'histoire des chantiers avec cette compagnie. C'était évidemment pas celle du France, mais cette compagnie qui décide d'aller au chantier naval, de suivre pendant 2 ans des équipes. Je ne sais pas combien vous étiez, Joseph, mais en tout... À 4, et puis on a fini quasiment l'équipage pour qu'ils puissent s'approprier le bateau avant qu'il ne sorte. Exact, pour qu'ils puissent s'approprier, pour qu'ils puissent critiquer. Au dernier moment,
Il y a quelqu'un qui raconte, ils avaient mis des lits en fer, il n'était pas question de laisser des lits en fer, les lits devaient être en bois. Donc bon, il y a vraiment des péripéties extraordinaires. Et puis il y a donc du coup cette appropriation de toute la Bretagne pour le Bretagne, en plus le nom, quoi, je veux dire. Si on avait voulu, on l'aurait pas. Enfin, je veux dire, c'est peut-être des petits bouts de hasard et d'ingrédients magiques, mais tout est fait pour que cette histoire soit mythique. Et c'est vrai que, alors personne n'ose parler des politiques, je sais pas, c'est tabou, mais c'est vrai que là, on a tous les politiques de Bretagne ont joué le jeu à fond, quoi. Oui, qu'ils soient d'un bord ou de l'autre. Quels que soient les bords, et voilà, c'est ça la force. Quels que soient les bords, il y a eu vraiment une armada de tous les pouvoirs locaux, régionaux, etc., économiques aussi, qui ont permis, et c'est vraiment, voilà, c'est un recueil, je dis, de lettres d'amour pour un navire qui restera... Alors le dernier Bretagne voyage pour toujours. Ouais. Joseph dit non, mais quand on dit le Saint-Malo a remplacé le Bretagne, Joseph dit non, personne ne remplace le Bretagne. C'est remplaçable, c'est évident. C'est un autre bateau différent, évidemment, avec un joli nom. Mais bon. Alors c'est un petit peu anecdotique, mais quand même, c'est le Bretagne qui a accompagné pas mal les départs de la route du Rhum, non? Oui. Oui. Donc je suis allée à bord, c'est bien ce qui me semblait. Oui. Ok. Jusqu'en 2006, c'était le Bretagne. Oui, la première édition où le Pont-Aven a remplacé le Bretagne, c'est 2006, donc il a fait celle de 2002. Oui. Et moi, je me souviens, on vous disiez tout à l'heure la Brittany Ferry avec qui on a maintenant, qui va rentrer un petit peu qui va nous soutenir un petit peu à Étonnant Voyageur. Moi, je me souviens d'un dîner à bord d'un des navires de la Brittany Ferry avec tous les écrivains. C'était dans le port de Saint-Malo. Avec tous les écrivains, on avait fait une soirée à bord d'un des bateaux de la Brittany Ferry. Il y avait Éric Tabarly qui était là ce soir-là, d'ailleurs. Joseph, tu t'en rappelles? C'était, il y avait Éric Tabarly. Oui. C'était vraiment une soirée assez extraordinaire et c'était drôle. Je raconte cette anecdote parce que Éric Tabarly, moi, c'est quelqu'un que j'avais souvent interviewé parce que j'avais une émission sur la mer dans le temps à la radio et je m'entendais assez bien avec lui. Il y avait même un article de journal dont je suis très fière, que j'ai toujours gardé d'ailleurs, où on disait enfin quelqu'un qui sait faire parler Éric Tabarly. Mais c'était pas compliqué, il fallait simplement le faire parler de ce qu'il connaissait et de ce qu'il aimait, c'est-à-dire les bateaux. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé de lui faire parler de politique ou de course de chevaux, lui, non, ça ne l'intéressait pas. Et on avait dans l'idée de le faire rencontrer avec Ella Maillard, l'écrivaine Ella Maillard. Il a fui toute la soirée parce qu'il ne voulait pas parler à une écrivaine. Il avait des complexes par rapport à ça. C'était une très très belle soirée à bord d'un des bateaux de la Brittany Ferry, vous voyez. Je pense que je ne sais pas si ça se retrouve ou si vous allez retrouver dans le livre, mais j'espère que la plupart d'entre vous, vous avez déjà eu la chance de profiter d'un voyage avec la Brittany Ferries et de profiter de tout l'agrément que Brittany Ferries et les équipages mettent autour du voyage. Parce que la marque de fabrique de Brittany Ferries, c'est d'abord sa géographie. À part le port de Cherbourg, on ne dessert pas de vrais ports. Roscoff, Saint-Malo, Ouistreham, c'est plutôt des refuges que des ports. Cherbourg, évidemment, un grand port militaire du passé, fait partie des grands ports de France. Le Havre aussi, on est aussi au Havre. Donc, on n'a pas choisi les places maritimes et les ports maritimes les plus faciles. Le commandant pourrait le dire mieux que moi. Ensuite, la géographie, on n'a pas choisi le marché le plus facile. Juste, le transmanche, de Roscoff jusqu'à la frontière de Belgique. 95% du transport de véhicules industriels se fait entre Calais et Douvres. 4 200 000 poids lourds. Ça a plafonné à quasiment 10 000 camions par jour avant le Brexit et avant le Covid. Donc vous imaginez, Eurotunnel compris, c'est notre premier concurrent. Donc on est sur le transport de véhicules industriels assez minoritaire. On vend à peu près 3 fois plus cher que nos concurrents du Détroit. Et ensuite sur le passager, même si on est prédominant en valeur, c'est-à-dire en chiffre d'affaires, on n'est que 16% de part de marché de transport de passagers. Pourquoi est-ce qu'on est prédominant? Parce que notre billetterie est plus élevée,
C'est normal, nos équipages sont français, ils coûtent 3 fois plus cher que les équipages de nos concurrents. Nos routes maritimes sont plus longues, donc on consomme plus de carburant que les autres pour faire le même transport. Et ensuite, vous avez tout un chiffre d'affaires à bord qui est ce qu'on appelle, alors chiffre d'affaires, excusez-moi, mais une complémentarité du voyage à bord. Notre marque de fabrique, c'est quand vous montez dans un bateau Brittany Ferries, vous êtes, dès que vous avez quitté vous avez fermé votre voiture et que vous montez dans les espaces publics, vous êtes en vacances. Et donc, on décerne tout un tas d'offres. Et évidemment, si vous êtes comme moi et que vous aimez manger, on a des restaurants. Nous n'aurons jamais d'étoiles. Pour un simple principe, c'est qu'on change de chef tous les 8 jours. Nos équipages en bas 7 jours et débarquent 7 jours, donc on change tous les semaines. Or, vous savez qu'une étoile, elle est attachée au lieu, à la restauration et au chef. Donc, on ne l'aura jamais, même si je pense qu'à certains moments, n'est-ce pas, Joseph, nous pourrions bénéficier de ce titre de reconnaissance. Il faudrait peut-être qu'on le crée pour la mer, d'ailleurs. Voilà, donc, ce qui fait que le monde pour nous restera toujours difficile. Et avec ça, ce que je viens de dire, ce marché qui finalement nous appartient parce que les autres ne viennent pas trop, sauf quelquefois, on cultive notre jardin. Notre terme, c'est ça, on cultive notre jardin. Et pour le coup, on arrive à faire le plus gros chiffre d'affaires des compagnies du transmanche. C'est drôle, hein? Voilà. Donc c'est avec ça qu'on arrive à faire nos recettes et qu'on arrive à commander 2 navires qui ont été livrés cette année. Le Saint-Malo, qui remplace donc le Bretagne, et le Guillaume qui ne le remplace pas. Oui, qui vient à la place du Bretagne dans sa ligne commerciale. Qui succède, voilà. Et le Guillaume de Normandie qui a pris la place du Normandie, qui était 3 ans plus jeune que le Bretagne, donc de la même génération. Juste pour vous dire, je suis qu'un héritier, donc je n'ai aucune fierté là-dessus. Ce sont les 2 plus innovants bateaux en matière d'émissions carbone et de santé publique du monde. Et ils appartiennent à une compagnie de 2000 paysans. Formidable. Belle histoire. C'est ça, l'audace bretonne. Ah, bah alors, pour finir, voilà. Je ne vous ai pas prévenu, mais je voudrais que vous m'interprétiez la chanson du Bretagne. Ah ben là, c'est lui. C'est le commandant. Ah, commandant Ardouin, vous êtes obligé. Au moins juste un couplet. Non, je l'ai là. Ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous dire, c'est que au sujet du livre, en fait, parce que quand il a été décidé d'écrire ce livre, c'est Jean-Marc qui était aux commandes, et puis il nous a dit démerdez-vous pour l'écrire, et surtout trouver des gens qui acceptent d'écrire. Et ça a été extrêmement difficile. Pas à vous que je vais raconter ça. Vous savez bien que c'est difficile d'écrire, et donc de prendre la plume. Et puis, alors, quand vous appelez un Bosco, il dit tiens, faudrait, si un maître d'équipage, et que vous lui dites il faut que tu écrives, mais j'écrive quoi? Ce que tu as vécu pendant 15 ans là, rien. Donc j'ai rien. Et puis, mais si, mais il faut que tu... Au bout de 2 jours, ah non, je peux pas. 3 jours, je peux pas. Ta femme est là, passe-moi ta femme. Et puis, alors, oui, parce que... mais non, il sait pas, l'ordinateur, il sait pas. Enfin, bref, je dis ça, mais c'est la réalité de l'écriture. L'écriture pour des béotiens, quoi, évidemment. Donc, oui, il y a de la sueur là-dedans, je peux vous dire. Et puis... la sueur, de la beauté, de l'amitié, de l'émotion, c'est bien. Je veux vraiment m'arrêter sur ce point-là qui vient d'être cité. Ici, et vous le savez, depuis 35 ans, il y a des écrivains, des grands écrivains. On a eu les plus grands écrivains, et encore cette année. Et là, moi, ce que je trouvais tout à fait intéressant dans ce livre, justement, c'est qu'il n'y a aucun écrivain. Et tous ont fait l'effort, parce que je sais que ça a été un effort, que ça a été dur, de raconter leur vie, un bout de leur vie. Et je trouve qu'il y a dans ce bouquin une humanité que parfois on pourrait perdre ici ou là. Il y a vraiment de la matière brute d'humanité et d'expérience personnelle. Peut-être un petit point sur la couverture. Alors déjà, le livre, vous le trouverez à la boutique Dialogue du festival. Pas que. Alors, l'éditeur dont on va parler, Les Locaux Camps, en fait, nous accompagne depuis quelques années maintenant. Il y a déjà 2 livres où Joseph et moi-même on a participé.
Il est spécialisé dans les livres avec plusieurs auteurs, donc c'est un peu sa marque de fabrique, donc on était déjà dans la bonne maison. Et la couverture, en fait, c'est un tableau de Alexander Gaudi, qu'il faut... bon, il est décédé, le pauvre. Hein. C'était un artiste cornouaillais, mais qui a décidé d'habiter en Bretagne, en Centre-Finistère, pardon, hein, pour préciser les choses, et qui a eu la mission à l'époque, avec le directeur général que Joseph a bien connu, M. Christian Michelini, de décorer le bateau. Donc pendant 2 ans, il n'a fait que ça. Comme le bateau a eu 6 mois de retard, il y en avait partout, dans les bureaux. Il y en a partout à Roscoff, parce qu'il en avait fait de trop. Il n'y avait plus assez d'espace dans le Bretagne pour recevoir toutes ses œuvres. Et donc, Alexander Gaudi, son œuvre est reconnue, et Brittany Ferries est riche de je ne sais combien de centaines de pièces originales de Brittany Ferries, et pas que, puisqu'on a également d'autres auteurs contemporains et d'autres artistes contemporains qui font partie de notre richesse patrimoniale. Puis il y a un cahier photo aussi hein, oui. à l'intérieur du livre. Voilà, et on se propose, vous avez à l'intérieur un QR code sur une des pages de fin, et donc avec ce QR code, vous pourrez vous lier, et on aura une vidéothèque sur justement toutes ces œuvres du Bretagne qu'on ne pouvait pas mettre en photo dans le bouquin, et également celle du Saint-Malo, puisque juste pour vous donner envie de prendre un billet à la réservation pour faire une traversée. Donc le responsable de site est là parmi vous, donc si vous voulez déjà réserver d'office, c'est possible. Hein. Voilà. Il reste encore quelques places pour l'été, mais dépêchez-vous. Il est bon vendeur. Hein. Alors, la chanson du Bretagne, les paroles sont de Thierry Huc, voilà. Elle a été créée en 1989, donc vous la connaissez par cœur, commandant Hardouin. Oui. Donc vous allez bien quand même nous en faire entendre un petit quelque chose. Allez, le premier couplet. Un ou deux. Ouais, c'est On va reconnaître, hein, on va reconnaître l'air, hein, on va le reconnaître. c'est sur l'air du bon allez, 31 du mois d'août. Alors le mercredi 12 du mois de juillet, le mercredi 12 du mois de juillet, on vit venir Triboraquet, on vit venir Triboraquet, un car ferry de belle taille, bleu, blanc, rouge comme son pavillon, le Bretagne est à Port-Bloscon. Buvons un coup, buvons-en deux, comme le Bretagne, il n'y en a pas deux. À votre santé, marin de la Manche, et merde pour ce foutu boyau, tunnel qui bouffe notre boulot. Voilà. Bon, il y a une douzaine de couplets. On en veut encore un peu, non? Oh, non. Je me souviens plus le deuxième. Non, mais c'est très bien. La marraine qui était pavoisée. Chantez avec moi, là. La marraine qui était pavoisée. La marraine qui était pavoisée. Le champagne qui s'est pas cassé. Oui. Le champagne qui s'est pas cassé. Ça, c'est pas bien. Peu importe, dit l'équipage. Roteuse, nous allons te faire un sort. Buvons jusqu'à être ivre-mort. Buvons un coup, buvons-en deux. Alors, comme la Bretagne, il n'y en a pas deux. À votre santé, Marin de la Manche. Et merde pour ce foutu boyau. Tunnel qui bouffe notre boulot. Voilà. Juste un petit mot, je peux finir? Comment? Je peux finir? Ah oui, allez-y. Le titre, le Bretagne, bon, on ne l'a pas inventé, on a mis un peu de temps à réfléchir sur le titre du livre. Oui, j'imagine. Non. Par contre, en dessous, malgré tout, il faut rendre à César ce qui est à César, parce que l'histoire de l'audace bretonne, c'est tiré d'un discours que Jean-Yves Le Drian avait prononcé pour la bénédiction du Salamanca en pleine crise Covid à Roscoff lorsqu'on avait reçu le navire, et il est aussi en 4e de couverture où il fait un témoignage. Jean-Yves, évidemment, un amoureux de la mer, ancien maire de la ville de Lorient, ancien président de la région Bretagne, ancien ministre, et qui a toujours été un soutien indéfectible, comme les autres présidents de la région, et aujourd'hui Loïc Chény-Girard de la Compagnie des Bretons. Voilà. Il est aussi, Loïc, le président, est aussi dans la postface. Voilà. Je voulais quand même saluer le président, le ministre Le Drian. Vous savez faire les choses, c'est bien. Quelquefois, on a besoin d'eux. Merci à vous tous et merci à vous tous d'être restés avec nous ce soir. Et merci, commandant Hardouin. Ah, c'était bien de terminer par une chanson. Oui, c'était bien la chanson. Ah, ouais, c'était bien. En fait, il adore chanter, mais il faut vraiment... Il chante bien, hein, il chante bien. Il chante très bien. Wow.